Alors, on va parler de la trêve. La trêve qui, jusque-là, c'est comme si elle n'est pas respectée. Pas comme si, mais elle n'est pas respectée. La société civile dénonce le fait de violer cette trêve humanitaire. Nous allons essayer d'en parler avec un ressortissant, un notable du Grand Nord. Lui, c'est Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci, David. Vous vous portez bien? Oui, assez bien. Alors, la trêve humanitaire qui a été décrétée, est-ce que c'était une diversion pour que l'ennemi puisse se positionner? Alors, trêve humanitaire, il est vrai qu'il se passe au Nord Kivu un drame humanitaire. Selon les organisations de la société civile, ce qui se passe au Nord Kivu, à Ituri, au Sud Kivu et dans la partie nord de Tanganyika, c'est la crise humanitaire la plus prolongée du monde, la plus négligée du monde et une crise tolérée. Alors, pour revenir à la situation du Nord Kivu, effectivement, depuis que cette guerre a commencé, cette guerre d'agression, eh bien, la situation à province du Nord Kivu, au plan humanitaire, elle est indescriptible. D'abord, autour de la ville de Goma, des déplacés qui sont depuis 2022 jusqu'à ce jour dans des conditions infrahumaines. Ensuite, tous ces déplacés qui sont partis de Kichanga pour Mweso. Les agresseurs les ont chassés de Mweso, ils ont fui à Kashuga. De Kashuga, ils ont fui pour Kikuku. De Kikuku, on les a pourchassés, ils ont fui pour Lusoa. De Lusoa à Kanyabayonga. Dernièrement, de Kanyabayonga à Kaina, de Kaina à Kirumba, de Kirumba à Miowe, de Miowe à Kassé, de Kassé à Mateme, jusque dans les zones vers Alimongo et Lubero. Et dans ces zones-là, Lubero, il n'y a pas de personnel humanitaire. Il n'y a pas d'ONG. C'est-à-dire que... Là où il y a la population. Si. Leur situation n'est pas connue. Il n'y a personne pour faire le monitoring. Et l'autorité administrative qui est sur place n'a pas les outils, n'a pas les moyens nécessaires pour procéder au monitoring, à l'identification, à l'enregistrement. Et donc, on a décrété la soi-disant trêve humanitaire, mais sur le terrain, les populations ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire, précisément dans la zone Lubero sous contrôle gouvernemental. D'abord, la situation du personnel humanitaire, elle est bien compréhensible. Il y a une animosité, il y a une hostilité des populations de Ouazalendo vis-à-vis de tout ce qui est humanitaire. Vous avez suivi les SIDA du meurtre des deux agents de TFAO et de l'incendie de leur véhicule. Donc, je comprends bien... Il y a même des convois humanitaires qui ont été attaqués. Oui, il y avait un convoi de 5 jeeps de l'ONG TFAO qui avait été attaqué. 2 de leurs agents ont été tués. Nous condamnons de la manière la plus ferme ces actes odieux. Et donc, dans ce contexte d'insécurité, un contexte où le personnel humanitaire ne peut pas opérer, normalement, c'est le gouvernement de la République qui devait intervenir pour assister ces populations. Ce matin, on me parlait d'un enfant de 12 ans et il a fui de Kanyabayonga, seul, il ne reconnaît plus où se retrouvent ses parents, et il est autour de la cité de Lubero. Ça fait 2 jours, il n'a pas trouvé à manger, et un ami dit qu'il a trouvé au bord de la route. Sur le point de mourir, personne pour les assister. Une maman est décédée hier à l'hôpital, une vieille dame, faute de soins. Et dans la zone, toutes les structures sanitaires
de Kassé, Matembe, Kikyo, Vutsorovia, Alimbongo ont été systématiquement vandalisés, non pas par l'agresseur, mais par les éléments de nos forces. On a pillé systématiquement l'hôpital d'Alimbongo et toutes les structures sanitaires, les centres de santé dans toute cette zone. Ce qui fait qu'au plan des soins de santé, la crise est à son comble. Mais aucun geste, ni du gouvernement provincial, pour assister les structures sanitaires à médicaments, pour apporter de vivres, pour apporter de l'eau. Donc, trêve humanitaire, en réalité, c'est une diversion. Une diversion de la part de qui? C'est à quoi? Donc le Rwanda a voulu en profiter. Est-ce que c'est le Rwanda? Non seulement le Rwanda, mais il y a une complicité de notre gouvernement. David, en fait, depuis ce matin, je m'entretenais avec des amis, des acteurs de la société civile, qui se posent la question de savoir comment qualifier. C'est à quoi nous sommes en train d'assister au Nord Kivu. En réalité, nous sommes en train d'assister de manière impuissante, passive, à une stratégie de cession d'une partie de notre territoire. Oui, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement pour mettre fin à ça. On voit même les chefs de l'État réunir plusieurs fois Task Force pour certainement maintenir l'intégrité territoriale. C'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être déployés. David, j'invite les Congolais à ouvrir l'œil. Elle est bon. Je pèse mes mots. Ce qui se passe au Nord Kivu, depuis la chute de Bunagana jusqu'à ce jour, est une stratégie masquée de cession d'une partie de notre territoire national. La question qui se pose maintenant reste à savoir comment établir les responsabilités. Y a-t-il une responsabilité du chef de l'État, du Premier ministre? Parce que l'article 165 de notre Constitution parle d'une infraction de haute trahison. Si. Mais ils sont en train de tout faire pour... Parce que c'est une guerre... Qu'est-ce que signifie tout faire, David? J'en reviens à la trêve. Qui a été imposée. C'est à quoi on assiste, ce quoi? Depuis l'instauration de la fameuse trêve, du côté M23 et alliés, on assiste à un renforcement militaire des positions. Hier, il y a eu un déploiement massif des militaires rwandais dans la cité de Miriki. Miriki. Sous la trêve. Sous la trêve. 24 heures après l'instauration de la trêve. Est-ce que pendant cette trêve, c'est que vous cessez toute activité, vous cessez tout renforcement? Alors, l'élément aussi qu'il faut souligner, c'est que depuis la chute de Bunagana jusqu'à ce jour, nos forces sont dans une stratégie défensive. Jamais d'offensive de la part des FARDC. Et le gouverneur militaire Peter Chirimwami, en septembre, lors de sa descente aux environs de Kibumba, il a bien dit que l'armée, c'est l'instrument du pouvoir politique. Que lui, comme gouverneur militaire, commandant des opérations, il a reçu mission, non pas de se battre, mais plutôt de faire respecter le cessez-le-feu. Et c'est ce à quoi on assiste, David. C'est-à-dire, il n'y a aucun jour où on va vous dire que nos forces ont pris l'initiative d'attaquer en vue de libérer telle entité. Non, nous sommes en défensive sous prétexte d'être en cessez-le-feu. Et donc, lorsque une armée en cessez-le-feu, on vient lui dire qu'elle observe une trêve, bon, je ne vois pas que cela change de particulier. C'est peut-être pour demander à l'ennemi, à l'agresseur, de stopper un peu. Et il en profite, disais-je, à part le fait qu'il est en train de renforcer ses positions en hommes et en matériel, c'est à quoi on assiste, c'est qu'il est en train d'implanter l'administration. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que notre armée veut certainement respecter ce qui a été dit dans différents accords au niveau de Nairobi, au niveau de Luanda? C'est qu'on maintienne certaines positions
Hein, et c'est par rapport à l'esprit et à la lettre peut-être des conventions qui ont été faites. Et finalement, ces conventions-là se transforment à une forme de cession du territoire. Parce que, au nom du cessez-le-feu, le 28 octobre 2022, effectivement, l'ennemi ne s'est pas empêché de partir de Bunagana au lieu de quitter Bunagana, au lieu de libérer Chanzouerunyoni. L'ennemi a progressé jusqu'à bloquer la route Goma-Butembo. Donc visiblement. 28 octobre 2022. On est parti signer la feuille de route de Luanda le 23 novembre 2022. Au lieu de la respecter, l'ennemi a progressé le 26 janvier 2023. Il a pris le contrôle de Kichanga. Il a progressé jusqu'à prendre Mouchaki, bloquer la route Goma-Sake-Massissi. À maintes reprises, jusqu'à ses occupations dernières. Ce qui montre que, effectivement, lui ne respecte jamais ce cessez-le-feu. Et disais-je dans la trêve actuelle, décrété le 4 de ce mois, 24 heures après, on a vu Corneille Nangaa tenir ses meetings à Kanyabayonga, à Kaina, à Kirumba. On les a vus établir des bourgmestres dans toutes ces cités-là. En violation de la trêve. Eux profitent de cette fameuse trêve pour asseoir leur administration, pour organiser les contrôles des territoires cédés, mais bien plus. L'énoncé de cette fameuse trêve dit que la trêve poursuit 3 objectifs. L'arrêt des offensives. Deuxièmement, le retour des déplacés dans leur zone d'origine. Autrement dit, on demande aux populations ayant fui la progression de l'ennemi, ayant fui Kanyabayonga, Kirumba, Kassé, pour fuir dans les zones sous contrôle FATC jusqu'à Butembo. La trêve a pour objectif de demander à ces populations-là de regagner Kanyabayonga, de regagner Kirumba, de regagner Kibirizi, de regagner les zones sous contrôle de l'ennemi. Donc il faut que l'ennemi puisse repousser, puisse se retirer. Non, comment l'ennemi sera repoussé? Parce que oui, mais ça, la trêve dit il n'y a pas d'hostilité. Les FATC, au nom du respect de cette trêve, ne doivent pas attaquer l'ennemi pour reconquérir ce territoire. Et l'ennemi non plus ne peut pas. L'ennemi non plus ne peut pas, ne progresse pas, mais il contrôle ce territoire qu'il a dernièrement occupé. Et la trêve demande que les populations ayant fui l'ennemi puissent retourner sous l'autorité de l'ennemi. C'est ça, non, David? Quelqu'un a dit, nous devons nous rappeler que nous sommes des hommes et des femmes intelligents. Nous devons interroger les faits. C'est clairement dit dans l'énoncé de la trêve que, toutes les 2 parties en conflit cessent toutes les hostilités. 2, permettent le retour des déplacés dans leur zone. Et 3, que l'on permette au personnel humanitaire d'accéder à ces déplacés. Et ce que je viens de te dire, il n'y a pas de personnel humanitaire dans les zones sous contrôle des forces gouvernementales. Par contre, avant-hier, j'ai appris l'arrivée de quelques ONG à Kirumba, à Kaina, dans la zone sous contrôle M23. En d'autres termes, on veut légitimer l'occupation de ces territoires. Et ces territoires, disais-je, qui ont été cédés, je pèse le mot. Et ça, c'est la communauté internationale qui veut légitimer. La communauté internationale joue ce rôle avec l'accord de notre gouvernement. Pourquoi je parle... Comment l'accord? Parce que là, on voit que... La trêve a été conclue entre les 2 parties, c'est-à-dire le Rwanda et le gouvernement de la RDC. Notre gouvernement a accepté que... Sous la médiation des États-Unis. Sous la médiation des États-Unis. Mais c'est lui qui a la responsabilité de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, c'est notre gouvernement. Et le gouvernement, en apposant sa signature, au bas de cette trêve, décrète 1. L'arrêt des hostilités, 2. Le retour des déplacés dans cette zone. Oui, mais c'est par amour à cette population-là.
Lorsque vous voyez tout à l'heure, vous aviez parlé de cette population meurtrie qui a Kanyabayonga, presque partout, Kaina. Maintenant, voyant cette population qui souffre, le gouvernement a pris cette mesure, une mesure tout à fait humanitaire, pour que cette population ne continue pas à trop se déplacer. S'il y avait réellement de l'amour, cette population n'a même pas besoin d'amour. Elle a le droit d'être protégée. Si le pouvoir était responsable pour défendre l'intégrité territoriale, défendre la sécurité de ces populations, il devait empêcher la progression de l'ennemi dans ces zones. Mais pourquoi je parle tantôt d'une stratégie voilée de cession du territoire national? Nos forces étaient en train de contrôler avec bravoure 2 axes autour de Kanyabayonga. L'axe qui part de Rwindi par la route principale et l'axe vers Lusoa. L'ennemi a tenté d'entrer par ces zones-là, eh bien, il n'a pas trouvé de passage. Mais tout d'un coup, nous venons apprendre qu'il y a eu quelques escarmouches dans un village vers l'ouest appelé Laïlaï, 7 km de Miriki. Tout d'un coup, on enregistre une arrivée massive des militaires dans la cité de Miriki. Les militaires se mettent à tirer. La population prise de panique fuit. À 20h, les militaires évacuent la zone. De Miriki, on abandonne le village de Kimaka. On abandonne Luofu, Sakomba. On abandonne Kirumba. On abandonne Lumiobwe. On abandonne Kassé. On abandonne Matebe. Comment qualifier ça? Sakomba et des hommes, des amis de la société civile qui lui disent que c'est autour de 80 Rwandais qui sont entrés d'Amérique. Sakomba. Une vingtaine d'entre eux a poursuivi sa route jusqu'à Luofu. Sakomba. 15 sont montés jusqu'à Kaina. Ils trouvent la cité abandonnée. Sakomba. Là, c'est la société civile. Oui, on les voit monter à bord des véhicules. 4 véhicules, à bord, on peut compter une vingtaine d'éléments de militaires et puis quelques jeeps. Et ils progressent paisiblement vers Kassé. Ils ne se soucient même pas s'ils peuvent être surpris par une embuscade le long de la route. Non. On dirait que quelqu'un disait, nous abandonnons, nous vous laissons le terrain et vous venez paisiblement. Et derrière eux, ils trouvent des tonnes et des tonnes de vivres, des tonnes et des tonnes de munitions. Ils en ont trouvé à Rwindi, ils en ont trouvé à Kibirizi, à Nyanzale et à Kikuku, ils en ont trouvé dernièrement à Kirumba. Comment ne pas parler d'une stratégie déguisée de cession d'une partie du territoire national mais ce n'est pas encore prouvé. Bon, ce n'est pas encore prouvé. Et dans ce sens-là, ce sont des stratégies militaires. Et peut-être ces stratégies ne peuvent pas être mises sur la place publique. Et parce qu'on est en train de voir, de constater beaucoup d'efforts qui sont en train d'être déployés dans ce sens-là. Pour préserver certainement l'intégrité territoriale. Je lance l'appel au président de la République. Parce que telle est la lecture que la population du Nord Kivu a de plus en plus de cette guerre. Et lorsque cet état d'esprit s'enracine au sein de la population, eh bien, ça devient un comportement dangereux. Surtout lorsque, à plus de ces désespoirs-là, on assiste, par contre, à des exactions de la part de nos forces. Il y a le mercredi de la semaine passée, un opérateur économique célèbre de la zone prête à Limbongo, la cité de Boussorovia, a été tué. Boussorovia, c'est où? Dans sa maison. Boussorovia, c'est entre Kassé et Alimbongo. Parce que parmi nos forces, il se retrouve des éléments qui s'adonnent au pillage des cités. Les cités de Boussorovia, les cités de Noluma, de Alimbongo, de Kitsomiro, de Bikara, toutes ces cités-là sont systématiquement pillées. C'est la désolation. Et donc, là, ce sont des je disais, le président de la République, il est le commandant suprême des FARDC. Deuxièmement, il est le garant, n'est-ce pas, de la défense de l'intégrité du territoire national. Lorsqu'on sait la population, il se développe
cette compréhension de plus en plus répandue que Kinshasa, c'est ce qui se passe. Kinshasa aurait déjà cédé, vendu le Nord Kivu. Le chef de l'État doit prendre le courage de descendre sur le terrain, de poser des actes qui rassurent la population. Heureusement que ce sont des supputations, ce sont des rumeurs qui ne, David, qui ne valent pas tu sais que ce sont les paysans sont des lois plus intelligents. Surtout compte tenu de la volonté qu'a le gouvernement. On a vu la première ministre qui a été dans l'est de la RDC. On a vu beaucoup d'efforts qui sont en train d'être déployés. Et dire que le gouvernement serait là, ça serait faux. Parler de bonne volonté, la bonne volonté doit être éprouvée par des actes. Le Premier ministre est passé par Goma. Elle a annoncé l'offre de 150 tonnes de vivres à plus de 3 millions de déplacés. 150 tonnes, vous pouvez calculer. Entre-temps, à Kinshasa, quelqu'un qui est accusé de détournement de plus de 365 millions de dollars peut se soustraire librement à la justice, même lorsque l'Assemblée nationale a levé ses immunités et autorisé ses poursuites. Est-ce que ces 365 millions de dollars ne suffisait pas pour nourrir le déplacé de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu? Donc, les populations se sentent abandonnées, mais par contre, elles sont informées quotidiennement des actes de détournement des millions. Et ça, ce ne sont pas des signes de l'existence d'une bonne volonté. Parce que, également, depuis longtemps, nous avons dénombré au Nord Kivu la présence de pas moins de 40 000 militaires. Si vous comptez les FARDC, le chef de l'État avait parlé de 21 000 au moins, déjà à juin 2021. Et puis, les volontaires Ouazalendo qui se sont mobilisés de partout, vous y ajoutez beaucoup d'autres. On se pose la question de savoir comment 80 éléments, rwandais soient-ils, peuvent prendre Miriki alors que la zone ne comptait pas moins de 3 millions. Comment ces gens-là peuvent se balader allègrement? Et ces sources, vous les tirez d'où? De la société civile? Mais je suis de la zone. Je suis de la zone. Selon l'article 63, tout Congolais a le devoir de défendre l'intégrité territoriale. Et au nom de ce devoir, c'est la terre de mes ancêtres. Personnellement, là où je suis né, c'est dans la zone actuellement occupée. Là où j'ai fait mes études secondaires, c'est à Kirumba. Là où Nanga est parti faire ses discours. Là où j'ai grandi, c'est dans la zone de Kibirizi, de Bambo, sous occupation de l'armée rwandaise. Donc je suis au regret de me rendre compte qu'aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de rejoindre la zone dans laquelle j'ai grandi, contempler les montagnes, les collines que j'ai fréquentées dans mon jeune âge, côtoyer les membres de ma famille. C'est une partie de moi-même qui m'est retranchée. Et lorsque je suis donc dans l'obligation de me renseigner, de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, la population s'interroge et ceux qui nous dirigent ont l'obligation de démontrer qu'il n'y a pas complicité dans ce qui est en train de se passer, qui ressemble bien, je disais-je, à ce que l'article 165 appelle une cession d'une partie du territoire national. Alors, bon, ça c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous. Heureusement que ce sont des rumeurs, vous utilisez ça au conditionnel. Alors, pourquoi ne pas aussi dénoncer cet appel des États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique qui appellent à une trêve humanitaire, alors qu'elle peut aussi user de son veto pour imposer la paix entre les deux pays. Pourquoi les États-Unis d'Amérique, pour la trêve, ils ont vite appelé à ces deux pays, mais par rapport à demander à ce qu'il y ait la cessation des hostilités d'une manière permanente, les États-Unis n'arrivent pas.
En fait, les États-Unis ont toutes les preuves de l'agression. Et le dernier rapport des experts des Nations Unies atteste clairement que non seulement le Rwanda est activement impliqué dans cette agression, mais également l'armée ougandaise. Ce n'était qu'un secret des polichinelles depuis la chute de Bunagana, l'arrivée des éléments du M23 à Kiwanja, leur entrée à Kanyabayonga. Eh bien, les populations ne sont pas bêtes. Elles identifient bien qui sont les Ougandais, qui sont les Rwandais, dans les rangs de ces éléments-là. Et donc, toutes ces preuves sont à la disposition des États-Unis. On aurait bien voulu attendre de la part des États-Unis, demander au Rwanda et à l'Ouganda de retirer leurs forces, prendre des sanctions à l'endroit de tous ces agresseurs-là, mais bien au contraire, les États-Unis supervisent ce qu'elles appellent trêve pour que la RDC et les agresseurs arrêtent des offensives. Et dans ces communiqués, disais-je, sous l'impulsion des États-Unis, on demande qu'elles déplacent les populations ayant refusé de rester sous la domination de l'agresseur. On demande à ces populations de regagner ce territoire-là. Et on demande alors aux humanitaires d'aller assister, se retourner dans ces zones. Voilà une complicité qui saute aux yeux, une trahison. Mais quels sont les actes que nous posons au niveau du gouvernement, mais également au niveau de la population congolaise? Voyez-vous comment les Palestiniens se mobilisent? Et qui peut ne pas écouter la cause des Palestiniens lorsqu'ils se mobilisent ainsi? Voyez comment les populations du Kenya se mobilisent. Mais au Congo, à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, c'est comme si cette occupation du territoire national ne nous affecte à rien. C'est comme si la vie continue à la normale. Et les États-Unis, qui sont là pour leurs intérêts, ne peuvent s'aligner que du côté du plus fort. C'est la loi des relations diplomatiques. Ils se rendent compte que notre comportement n'est pas de nature à changer les rapports de force et ils s'alignent du côté de l'agresseur. Voilà. Et les États-Unis qui du côté de l'agresseur, est-ce que c'est l'agresseur qui aurait dicté aux États-Unis cette trêve? Ce n'est pas les États-Unis, du moins à Lisa le communiqué, il est dit que le département d'État américain, dans la suite des démarches entreprises lors du passage de la directrice des services de renseignement américains, n'est-ce pas, dans la zone à Kigali et à Kinshasa, en décembre dernier, ont obtenu de la RDC et du Rwanda la signature de cette trêve. Mais pourquoi cette trêve est intervenue pendant que le Rwanda est en train de préparer les élections? Alors ça, c'est également un élément. Vous savez, David, qu'en fait, ce qu'on appelle M23 et ses progressions, ce sont des unités spéciales de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise qui viennent prendre contrôle des zones où elles rencontrent la résistance des FARDC. Et au Rwanda, les militaires participent au vote. Ils ont les droits de vote. Or, il y a élection, c'est lundi, je pense. Et donc, ne serait-ce pas une manière de permettre également à ces militaires d'aller voter? Donc, quoi qu'il en soit, c'est l'ennemi qui tire le plus d'avantages de cette fameuse trêve, alors que de notre côté, eh bien, nous souffrons d'alarme parce que, disais-je, ce n'est pas le premier cessez-le-feu. Et à chaque fois qu'il y a eu cessez-le-feu, c'est l'ennemi qui a renforcé le recrutement, il a organisé la formation de ces hommes, et au bout de temps, il reprend l'initiative d'attaquer nos forces, de conquérir d'autres espaces, et pour bénéficier du temps nécessaire pour asseoir l'administration, pour se réorganiser, on décrète un cessez-le-feu. Parce que dans l'entretemps,
Il n'y a pas d'effectifs. Le Rwanda n'a pas autant d'effectifs qu'on puisse les faire croire. Dans la zone Kibirizi, Kirima, Kishiche, Bambo, les patriotes résistants occupent de temps en temps des localités. Les Maïmaï, les Ouazalendo. Les Ouazalendo occupent parce que l'armée n'a pas d'effectifs. Raison de plus pour pousser les populations à se poser la question de savoir est-ce que notre gouvernement a la volonté réelle de libérer ces zones. Je partageais avec des sages de Saké. Saké, c'est à 27 km à l'est, à l'ouest de Goma. Et les sages disaient, mais qu'eux étaient en train de rêver que le gouvernement pouvait lancer des offensives généralisées sur toutes les lignes, pendant que l'ennemi se donne les kilos de vouloir monter sur Kanyabayonga, avec les concours de Ouazalendo. On pouvait lancer des offensives à partir de Massissi, à partir de Nyamilima, à partir de plusieurs axes. Et l'ennemi, qui souffre de manque d'effectifs, n'aurait pas l'audace de sillonner comme sur un territoire qui lui est cédé. Donc, comment comprendre que les Ouazalendo soient à Nyamilima, ils soient à Kinyandonye, les Ouazalendo soient à Katiru, soient à Kibirizi, soient à Bambo, mais que ce soit nos forces qui opèrent depuis Bunagana jusqu'à ce jour des replis stratégiques à longue portée. Vous quittez Kanyabayonga et vous faites un repli stratégique jusqu'à Alimbongo, à plus de 70 km. Est-ce qu'il faut appeler ça repli stratégique? Ou bien, comme je le disais, une façon voilée de céder une partie du territoire national? Est-ce que bon, vous continuez toujours à parler d'une cession du territoire national, mais je continue aussi à vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts de la part du gouvernement. Des efforts. Et ces efforts, vous êtes en train de le constater pendant plusieurs jours. Ils ont voulu franchir la barrière de Kanyabayonga. On a senti qu'il y avait des Ouazalendo qui étaient là. Les FARDC qui ont su certainement résister. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ont été condamnés parce que ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite, c'est que vous sentez qu'il y a des brebis galeuses, des gens qui sont dans l'armée, mais qui peuvent peut-être facilement coopérer avec l'ennemi. Et la preuve, c'est qu'on a même vu, en dehors de l'armée, il y a certains Congolais qui traversent. Donc vous sentez qu'il y a un problème beaucoup plus de manque de patriotisme. Non. Du patriotisme, il y en a. D'une façon... De certains, voilà. Dans le chef de beaucoup de militaires congolais, il y a des preuves d'un patriotisme indiscutable. J'ai l'avantage d'être de la zone. Et les militaires, ce sont nos frères, David. Certainement que tu as des frères, tu as des cousins dans l'armée. Ce sont eux dont on parle, qui sont beaucoup plus patriotes que les autres qui... Ces frères qui ont été condamnés par l'auditorat militaire à Lubero, l'un d'eux disait qu'il a fui les lignes de combat parce qu'il s'est passé 5 jours qu'il n'avait pas reçu de quoi manger. J'ai l'avantage d'être de la zone et nous observons sous quelles conditions ils travaillent. Chapeau bas à eux. De patriotes volontaires qui n'ont pas besoin d'être rémunérés. Ils exigent simplement un minimum d'encadrement. Mais lorsque c'est... Et la protection de leurs terres. Ils sont en train de protéger leurs terres. Si. Mais lorsqu'ils se rendent compte que de la part du gouvernement, qui tient des discours propagandistes pour faire croire que, effectivement, les dirigeants sont des cœurs avec ce Ouazalendo, mais sur les faits, sur le terrain, vous vous rendez compte que les actes concrets contredisent ces discours-là. Eh bien, ce Ouazalendo s'interroge. Mais, quoi qu'il en soit, c'est notre pays, ce sont nos terres. Conformément à l'article 63 de la Constitution, eh bien, nous allons défendre ces terres par tout le moyen.
qu'importe les comportements de l'un ou l'autre de nos dirigeants, c'est ce que je suis en train de dire, l'opinion s'interroge de plus en plus sur le degré de sincérité de nos dirigeants et il est temps qu'il le démontre. Mais Mbosso, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il s'était beaucoup plus attaqué à vous ressortissants de l'Est. Quittez les groupes armés. C'est que beaucoup de politiques détiendraient des groupes rebelles et ce sont eux qui ne veulent pas que la guerre prenne fin. David, un prêtre de Bunia me disait ceci, qu'il se rendait compte que géographiquement, Kinshasa est à 2000 km de l'Est, mais qu'il y avait des dirigeants en qui l'Est était à 10 000 km de Kinshasa. Leur cœur est loin des souffrances des populations de l'Ituri, de Rotouélé, de Nord Kivu, de Tanganyika. Mbosso est président de l'Assemblée depuis décembre 2020, jusqu'à la fin de son mandat. Vous l'avez vu un jour arriver à Ituri, là où nous avons 40% des 7,5 millions de déplacés. Vous l'avez vu un jour descendre. Combien de politiciens vous avez vu descendre à Beni, là où, pendant la période de l'état de siège, nous avons dénombré au moins 416 personnes tuées par mois. Vous avez vu combien de politiciens descendre dans la zone, compatir et comprendre ce qui se passe. Vous savez, la dernière date à laquelle le chef de l'État a été à Goma, c'est juin 2021. Et donc, lorsque Mbosso parle, il faut comprendre que, en fait, il exprime sa distance émotionnelle, sa distance psychologique par rapport vis-à-vis de ce qui se passe, et c'est révoltant. Alors, c'est révoltant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait certains acteurs qui voudraient assez que cette guerre continue parce qu'ils sont en train de bénéficier de cette guerre? Non, cette guerre, il est vrai que l'économie criminelle existe. Alors qu'est-ce qui justifie aussi, par rapport à la question, Goma, qui est devenue une ville propre de la RDC, alors qu'elle est menacée par tous ces terroristes du M23, alors qu'ailleurs où il y a la paix, rien ne bouge. Mais l'autre Qu'est-ce qui façon, explique l'économie avancée de Goma? Au même moment, David, au fait de poser la question, qu'est-ce qui justifie que Kinshasa soit si sale, alors que c'est le ciel des institutions? Que toutes les routes de la commune de Kinshasa, de Barumbu, de Kassavubu, toutes les routes sont délabrées, alors que Kinshasa, c'est la province la plus riche, à terme des recettes fiscales et autres. Goma s'est construite, d'abord les routes, c'est par une retenue à la source sur la consommation de chaque litre de carburant. Il y a eu un partenariat public-privé entre l'exécutif provincial de Nord Kivu et la Fédération des entrepreneurs de Nord Kivu qui exécute des travaux de construction des routes de la ville de Goma, et c'est ce modèle-là qui nous a donné les routes, et la FEC a mis à contribution un service manuel de personnes qui nettoient ces routes. En même temps, l'une des richesses de Nord Kivu, c'est le dynamisme de sa population. Vous avez des paysans qui, sur vélo, prennent des denrées alimentaires de Kipese jusqu'à Beni, jusqu'à Bunia, jusqu'à Iziro, jusqu'à Kisangani, sur vélo. Ce sont des populations qui ont vécu loin de la présence de l'État central. Ils ont de la résilience. Une très forte résilience. Ils n'ont pas bénéficié de la présence d'exploitants miniers comme dans le Katanga. Ils n'ont pas bénéficié de la présence de l'administration comme à Kinshasa. Ce sont des orphelins. Et ils ont pris conscience de leur état. Et ils se prennent à charge. Que ce soit Goma, que ce soit Butembo, que ce soit Beni, que ce soit Bunia. Bunia s'est construit à une vitesse vertigineuse.
Et ces populations-là ne demandent que la sécurité pour qu'elles fassent tous. Pour ces populations-là, ne venez pas les flatter au nom de la gratuité de l'éducation. Parce que quelqu'un qui a son champ de cacao, il a 1 kilomètre de cacao. Et 1 kilo à 5, 8 dollars. Est-ce qu'il sera incapable de payer les frais scolaires pour son enfant? Donc, nous avons une population très très dynamique, très très résiliente. Malheureusement, l'État ne répond pas à son besoin le plus ardent, le besoin de la sécurité, le besoin de la paix. Aujourd'hui, cette population-là, elle est condamnée à la précarité, à la misère. Figurez-vous que la pomme de terre que nous consommons à Goma aujourd'hui vient de la Tanzanie. La farine de maïs, de manioc vient de la Tanzanie. Pour amener l'huile de palme de Beni pour Goma, il faut traverser par l'Ouganda, il faut traverser par le Rwanda. Nous enrichissons ces deux pays agresseurs. Ce sont ces deux pays désormais qui nous nourrissent à viande, à tomates. Toute l'économie alimentaire est au profit des pays agresseurs, alors que nous avons une population dynamique qui pendant des années a nourri le reste de la République. C'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kassekwa, surtout de votre passage dans cette tranche de Kinshasa direct. Voilà, restez branchés sur Télé 50. Le deuxième invité aurait dû être là, compte tenu des embouteillages sur la ville de Kinshasa. C'est excusé. Alors, restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Goma, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.